Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la partie 13 pour le permis théorique, permis B pour la Belgique. Alors on va parler de tout ce qui est pneumatique, c'est-à-dire de tout ce qui est pneus. Alors il faut savoir qu'il y a deux grandes familles de pneus. Il existe deux grandes familles de pneus. Il y a les pneus à structure radiale et les pneus à structure diagonale. L'inscription est faite sur le pneu. Donc s'il y a une lettre R inscrite sur un pneu, cela veut dire qu'il s'agit d'un pneu à structure radiale. Et s'il y a un D, eh bien cela veut dire qu'il s'agit d'un pneu à structure diagonale. Il faut savoir que les pneus vont par paire, ou plutôt les structures de pneus vont par paire. Cela veut dire qu'on peut apposer deux pneus à l'avant du véhicule qui n'ont uniquement la même structure. C'est-à-dire on peut avoir deux pneus radiaux à l'avant ou deux pneus diagonaux à l'avant. Et cela est de même pour l'arrière. On ne peut avoir que deux pneus radiaux à l'arrière ou deux pneus diagonaux à l'avant. Donc ils vont par paire. On ne peut pas avoir un pneu avant gauche à structure radiale et un pneu avant droit à structure diagonale. Alors aussi, il faut savoir qu'il y a trois grandes catégories différentes. Je répète, il existe trois grandes catégories de pneus différentes. Premièrement, on a les pneus normaux. Donc c'est les pneus normalement qu'on voit la majorité du temps qui sont apposés sur les véhicules. Deuxièmement, on a les pneus hiver. Donc il y a une inscription M plus S qui est sur le pneu. Une indication M plus S sur le pneu. M plus S fait référence à mud plus snow. Donc mud c'est boue et snow en anglais c'est neige. Donc ce sont des pneus qui sont à équiper en hiver idéalement. Donc ce n'est pas une obligation, mais dans l'idéal, on peut apposer des pneus en hiver. Alors l'adhérence est optimale lorsque la température est inférieure à 7 degrés Celsius. Et donc comme je l'ai dit, ils sont idéalement à placer entre mi-octobre et mi-avril, donc lorsque les températures sont plus fraîches. Et troisièmement, on a les pneus cloutés qui sont autorisés uniquement du 1er novembre au 31 mars. Cela veut dire qu'ils sont interdits en dehors de ces dates. Donc les pneus cloutés sont des pneus dans lesquels il y a certains clous qui ont un certain grippage sur la route et donc une meilleure adhérence. Donc meilleure adhérence sur le verglas par exemple. Alors un pneu clouté, ça ressemble à peu près à ça. Donc on voit très bien qu'il y a certains clous qui se trouvent sur la structure du pneu et donc comme je l'ai dit, qui permettent une meilleure adhérence car il y a un certain grippage qui se fait avec la chaussée. Alors lorsqu'on appose des pneus cloutés sur son véhicule, la limitation de vitesse est maximum de 60 km/h. On ne peut dépasser cette limitation de vitesse. En plus, de surcroît, on est obligé d'apposer un disque interdiction de dépasser la limitation de vitesse à l'arrière de son véhicule. Donc le disque en question, ou plutôt le panneau en question, correspond à un panneau de limitation de vitesse à apposer à l'arrière du véhicule. Donc c'est la figure qu'on voit à gauche. Alors j'ai dit que la vitesse maximale est de 60 km/h. Il y a une exception, c'est lorsque la limitation de vitesse est de 120 km/h, comme pour les autoroutes par exemple, et bien dans ce cas-là, on peut rouler à du 90 km/h. Cela veut dire que si on est sur autoroute avec des pneus cloutés, la limitation de vitesse est de 90 km/h et on est dans l'obligation d'apposer un disque à l'arrière de son véhicule. Donc lorsqu'on voit un véhicule permis B avec un disque apposé à l'arrière de son véhicule, on peut être certain que celui-ci possède des pneus cloutés. Alors on peut aussi apposer des chaînes sur son pneu lorsqu'il y a de la neige ou du verglas. Donc ce sont les deux conditions, il doit y avoir soit de la neige, soit du verglas, et on peut apposer des chaînes qui permettent encore une fois une meilleure adhérence. Donc des chaînes, ça ressemble à peu près à ce que vous voyez sur l'image. Donc on met une petite chaussette de fer entre guillemets sur le pneu
qui permet un meilleur grippage sur la route. Je tiens à rappeler qu'il existe une roue de secours et que la roue de secours est un élément facultatif du véhicule. Les 4 éléments obligatoires à avoir dans ces véhicules, je rappelle, sont le triangle de danger, la trousse de premiers soins, une bonbonne anti-incendie et enfin un gilet réfléchissant à mettre en cas de panne par exemple. Alors je disais que la roue de secours est facultative et que l'on peut l'utiliser en cas de crevaison pour changer son pneu. Donc la roue de secours, les dimensions de la roue de secours peuvent varier par rapport aux dimensions des autres pneus. Aucune problématique par rapport à ça. On ne va pas s'embêter à regarder si les structures correspondent puisqu'il s'agit d'une roue de secours qu'on va utiliser temporairement. Alors question, je roule avec des pneus cloutés sur une autoroute où la limitation de vitesse est 120 km/h. A. Je peux rouler jusqu'à du 90 km/h et je dois apposer un disque à l'arrière de mon véhicule, limitation 60 km/h. B. Je peux rouler jusqu'à du 90 km/h et je dois apposer à l'arrière de mon véhicule un disque limitation jusqu'à 90 km/h. Eh bien, la réponse est A. Je dois toujours apposer un disque 60 km/h quand bien même je roulerai à du 90 km/h sur une autoroute où la limitation de vitesse est de 120 km/h. Le panneau à apposer à l'arrière est limitation à 60 km/h, quelle que soit la vitesse à laquelle je roule. On passe aux inscriptions sur les flancs des pneus. Alors un exemple d'inscription est 205/55 R 1691 V. Alors il est plus que probable que vous allez avoir une question à votre examen théorique. Donc il faut savoir chaque chiffre, ou plutôt chaque nombre et chaque lettre à quoi elles correspondent. Alors le premier nombre 205 correspond à la largeur en millimètres du pneu. 205, largeur en millimètres du pneu. 55, donc le nombre qui est après le slash, correspond au rapport entre la largeur et la hauteur du pneu en pourcent. Donc il n'y a rien de fantastique, il faut simplement se rappeler la définition en fait des nombres. Le R veut dire qu'il s'agit d'un pneu à structure radiale, donc ça peut être un D, dans ce cas-ci c'est un R. Le 16, il s'agit du diamètre de la jante en pouces, diamètre de la jante en pouces. Le 91 correspond à l'indice de charge maximale que le pneu peut supporter. Donc il s'agit d'un chiffre qui permet de dire combien de kilogrammes le pneu peut supporter. Exemple, 50 équivaut à un pneu qui peut supporter 100 kg. 120 équivaut à un pneu qui peut supporter 1200 kg. Donc il s'agit en fait de tableurs où il y a des chiffres avec des correspondances de kilogrammes. Bien évidemment, ce n'est pas à retenir par cœur. Et enfin, la dernière lettre, le V, c'est l'indice de performance. Ça indique la vitesse maximale que le pneu ne peut dépasser. Par exemple, la lettre N équivaut à un pneu qui ne peut dépasser les 140 km/h. Et la lettre U correspond à un pneu qui ne peut dépasser la vitesse de 200 km/h. Bien évidemment, ce qui est en bleu n'est pas à retenir. Il faut simplement retenir que la lettre correspond à l'indice de performance. Donc 205/55R1691V est un type d'inscription qu'on peut retrouver sur le pneu. Aussi, sur le pneu ou sur le flanc du pneu, on va retrouver la date de fabrication de celui-ci. Alors le format est un format DOT, donc les 3 lettres DOT, suivi de 2 chiffres qui correspondent à la semaine et suivi de 2 chiffres qui correspondent à l'année de fabrication. Un exemple est DOT 2408, donc DOT 2408. Donc il s'agit d'un pneu qui a été fabriqué la 24e semaine de l'année 2008. Je tiens à rappeler qu'il existe 52 semaines dans une année. Donc le pneu où l'inscription est DOT 2408 correspond à un pneu qui a été fabriqué la 24e semaine de l'année 2008.
Alors la vérification des pneus, eh bien il faut vérifier son pneu après 5 ans d'âge et l'examiner chaque année qui suit les 5 ans d'âge. Donc la 6e année, la 7e année, la 8e année, et enfin après 10 ans, il faut remplacer les pneus même s'ils ne sont pas usés. Donc obligation de remplacer le pneu même s'il n'est pas usé. Alors un pneu neuf correspond à ceci. Donc on voit qu'il y a une gomme, on voit qu'il y a des creux et on voit qu'il y a des témoins d'usure qui sont en jaune. Alors il faut savoir qu'un pneu neuf a une gomme de 8,5 mm. Donc 8,5 mm de gomme. Les témoins d'usure, en fait, eh bien, sont à 1,6 mm de hauteur par rapport à la rainure. Lorsque le niveau de la gomme arrive au niveau du témoin d'usure, c'est-à-dire lorsque la hauteur de la gomme arrive à la hauteur du témoin d'usure, eh bien, le pneu n'est plus bon. Le pneu n'est plus valide, le pneu est absolument à changer. Donc, les témoins d'usure, je rappelle qu'ils sont en jaune, qu'ils sont à une hauteur de 1,6 mm. Alors passons à la pression des pneus. La pression des pneus s'effectue avec un appareil qu'on appelle un manomètre. Donc on en voit souvent à la pompe à essence. Il s'agit donc d'un appareil qui permet d'augmenter ou de diminuer la pression des pneus. L'unité de mesure principale de la pression des pneus est le bar. Et il faut savoir qu'une pression normale entre guillemets d'un pneu voiture est située entre 2 et 3 bars. La pression des pneus se fait toujours à froid. La pression des pneus, je répète, se fait toujours à froid. Ça veut dire que si on roule sur un trajet et que le pneu a chauffé, la pression risque fortement d'être faussée. Donc, on mesure sa pression de pneu à froid. Et enfin, en cas de long voyage avec un véhicule surchargé, on doit augmenter la pression des pneus d'à peu près 10%. Donc si on est à du 2 bars, eh bien on devra mettre 2,2 bars par exemple. Si la pression des pneus idéale est 3 bars, eh bien on devra mettre 3,3 bars. Alors l'indication de la pression des pneus normalement se situe au niveau de la portière. Donc ici on voit très bien que sur ce véhicule rouge, on a une étiquette où la pression des pneus idéale est indiquée. Donc avec un agrandissement de l'étiquette, on voit ceci. Donc on voit que la pression des pneus avant est de 2,2 bars si la vitesse est inférieure à 160 km/h et de 2,3 bars si la vitesse est supérieure à 160 km/h. Alors, je rappelle qu'en Belgique, il est interdit d'atteindre de telles vitesses, mais ce n'est pas le cas partout. Par exemple, sur autoroute en Allemagne, il n'existe pas de limitation de vitesse. Et enfin, pour les pneus arrière, on a 2 bars si la vitesse est inférieure à 160 km/h et 2,1 bars si la vitesse est supérieure à 160 km/h. Alors on voit un dernier pneu en bas à droite du véhicule avec une flèche inscrite 2,3 bars. C'est l'indication en fait pour le pneu de secours. Donc le pneu de secours devra être gonflé à une pression de 2,3 bars. Bien évidemment, on ne va pas être tatillonneux. Lorsqu'on tombe en panne, on prend ce qu'on a sous la main et on met son pneu et on roule avec, à condition d'être précautionneux. Mais la pression idéale du pneu de secours dans ce cas-ci est 2,3 bars. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais vu, mais ça m'étonnerait fortement, donc un manomètre, ça ressemble à ceci. Donc on ouvre la pipette au niveau du pneu, on introduit donc la tige et on peut régler donc la pression des pneus en l'augmentant ou en diminuant. Je rappelle que la pression des pneus se fait à froid. Alors un pneu gonflé correctement correspond à l'image de gauche. Donc on voit que tout le pneu est en contact avec la chaussée. Donc la gomme va s'user de manière uniforme partout sur le pneu. Un pneu sous-gonflé, eh bien,
le point de contact ou les deux points de contact seront principalement les flancs extérieurs. Donc la gomme au niveau de l'extérieur du pneu va s'user plus rapidement que le reste du pneu. Donc les flancs, donc les parties extérieures du pneu, s'usent beaucoup plus rapidement lorsque le pneu est sous-gonflé. A l'inverse, lorsqu'un pneu est surgonflé, c'est la partie centrale qui est en contact avec la voirie et par conséquent, c'est la gomme au niveau central du pneu qui va s'user beaucoup plus rapidement. D'où l'importance de souvent vérifier sa pression de pneu. Alors on va parler un peu de physique et d'aérodynamisme. Alors tout véhicule en mouvement rencontre une résistance qu'on appelle résistance de l'air. D'ailleurs, ce n'est pas seulement tous les véhicules, c'est tout objet en mouvement rencontre une résistance qu'on appelle une résistance à l'air. Plus la vitesse est élevée, plus la résistance est élevée. Par conséquent, les fabricants construisent les véhicules de telle sorte à ce que la résistance à l'air soit la moindre. Puisque si la résistance est très élevée, la consommation va être plus importante malheureusement. Par conséquent, lorsqu'on a un porte-bagages ou un porte-vélo dans ce cas-ci sur l'image, la résistance à l'air va être plus élevée et par conséquent, la consommation va être plus élevée. Une idée pour que la résistance pour qu'il y ait moins de résistance lorsqu'on a un porte-vélo est de mettre les vélos à l'arrière du véhicule. Ce qui est placé à l'arrière du véhicule impacte peu ou pas du tout la résistance à l'air puisque le reste du véhicule fait en quelque sorte barrage par rapport à l'air. Une remarque importante est lorsqu'on ouvre les fenêtres, ça augmente la résistance à l'air et par conséquent, ça augmente la consommation de carburant. Donc le fait d'ouvrir une ou plusieurs fenêtres, je répète, augmente la résistance à l'air et par conséquent, augmente la consommation de carburant. Il va falloir fournir plus d'énergie pour combattre cette résistance à l'air qui est plus importante. Ceci clôt tout ce qui est en rapport avec la mécanique et la pneumatique, c'est-à-dire plutôt tout ce qui est en rapport avec le véhicule lui-même. Donc on va passer à totalement autre chose. On passe aux 4 panneaux suivants. Donc à gauche, on a panneau additionnel, personnes à mobilité réduite. En partant de la gauche, le deuxième panneau, carte de stationnement. Donc parking réservé aux véhicules qui ont des cartes de stationnement. Troisième panneau en partant de la gauche, parking réservé aux riverains. Les riverains sont les personnes habitant la localité ou la rue en question, par exemple. Et enfin, quatrième panneau, c'est parking pour les voitures partagées. Il faut savoir que dans plusieurs villes, comme à Bruxelles, il existe des véhicules qui sont partagés. C'est-à-dire qu'on s'abonne à une société qui met à disposition des véhicules et on peut les emprunter. Donc chaque société fonctionnant différemment. Donc un exemple de véhicule partagé, la société Cambio Car Sharing par exemple, permet de partager des véhicules entre plusieurs conducteurs. Et donc ces véhicules peuvent stationner ou parquer sur les emplacements où il est marqué véhicule partagé. Alors on passe au panneau suivant. Donc on a des véhicules électriques ou des véhicules hybrides. Donc les deux panneaux à gauche sont plus ou moins identiques et permettent de stationner sur des emplacements pour des véhicules électriques ou des véhicules hybrides à la condition que le véhicule soit connecté à la borne qui permet de recharger le véhicule. Donc il y a une condition, c'est que le véhicule doit être connecté à la borne. Donc il s'agit d'un emplacement qui permet en fait de recharger son véhicule électrique. Et enfin le panneau à droite, il s'agit d'un panneau additionnel qui permet de stationner pour une durée de, je rappelle, 2 heures. Et la position du disque est obligatoire. Je rappelle aussi que le disque s'utilise par tranche de demi-heure. Ça veut dire que s'il est 14h02, j'appose mon disque à 14h30 et je dois quitter l'emplacement à 16h30.
Alors, on va voir ces deux panneaux additionnels. Donc, panneau à gauche, panneau additionnel qui indique que le stationnement est réservé aux engins de déplacement. Donc, en fait, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Ça représente exactement ce qui est dessiné sur l'image. Donc, en règle générale, une trottinette. Le panneau à droite, c'est le même panneau, mais c'est réservé aux engins de déplacement en libre partage. Donc, comme pour les voitures qu'on partage, il existe des sociétés qui mettent à disposition des trottinettes en libre partage. Donc, on s'inscrit et on peut utiliser une trottinette qui est mise à disposition pour tout le monde. Bien évidemment, tous les panneaux qu'on voit, il ne faut absolument pas connaître le nom des panneaux spécifiques. Ici, dans ce cas-ci, c'est le panneau M21 et M22. Il ne faut absolument rien retenir de cela. Ça n'a aucun intérêt et ça n'a aucune importance. Panneau additionnel suivant, de 7h à 19h. Ça veut dire que le panneau additionnel s'applique dans la tranche horaire qui se situe entre 7h et 19h. Panneau additionnel à droite, c'est du lundi au vendredi. Ça veut dire que le panneau en question s'applique du lundi au vendredi. Panneau additionnel suivant, il s'agit d'un emplacement réservé au chargement et déchargement de marchandises uniquement. Donc c'est chargement et déchargement de marchandises uniquement. Deux panneaux extrêmement importants. Alors, interdiction de stationner pour le panneau à gauche lorsque le panneau est barré une fois, interdiction de stationner, et à droite, donc il est barré deux fois en rouge, donc arrêt et stationnement interdit. Je rappelle que tous les panneaux circulaires rouges sont des panneaux d'interdiction. Donc ces deux panneaux rentrent dans la famille des panneaux d'interdiction. Je répète, interdiction de stationner à gauche et interdiction de s'arrêter et de stationner. Trois panneaux identiques avec des panneaux additionnels un peu différents. Alors il s'agit du panneau interdiction de s'arrêter et de stationner. Alors à gauche, c'est début d'interdiction. Ça veut dire que à partir de ce panneau et au-delà, il est interdit de s'arrêter et de stationner. Le panneau du milieu, c'est marque la fin de l'interdiction. Ça veut dire avant ce panneau, il est interdit de s'arrêter et de stationner. Ça veut dire que pour le panneau du milieu, eh bien, on peut s'arrêter ou stationner après le panneau. Il n'y a aucune problématique. Et enfin, pour le panneau de droite, interdiction de s'arrêter et de stationner de part et d'autre du panneau, c'est-à-dire avant le panneau et après le panneau. Donc on a vu en fait ces panneaux additionnels. Donc à gauche, début de la réglementation. Donc si on reprend le cas précédent, c'est début d'interdiction de s'arrêter et stationner. En partant de la gauche, le deuxième, fin de la réglementation. Réglementation sur une courte distance, ça veut dire que interdiction de s'arrêter et de stationner à partir du panneau sur une distance de 20 mètres. Et enfin, le panneau à droite, c'est réglementation sur une longue distance, ça veut dire de part et d'autre, avant le panneau et après le panneau. Deux panneaux de stationnement alternés semi-mensuels. Donc, panneau du haut, interdiction de stationner du 1er au 15 du mois, et panneau du bas, interdiction de stationner du 16 au 31 du mois. Donc ces deux panneaux sont mis de part et d'autre de la chaussée. Donc si on a un panneau interdiction de stationner du 1er au 15 du mois à droite de la chaussée, donc sur le côté droit de la voirie, eh bien on aura automatiquement le panneau interdiction de stationner du 16 au 31 du mois de l'autre côté de la chaussée, c'est-à-dire à gauche de la chaussée. Donc l'interdiction de stationner, c'est du 1er au 15 du mois pour le panneau du haut et du 16 au 31 du mois pour le panneau du bas. Alors il existe des mois, vous me direz, qui ne comptent pas 31 jours, qui en comptent 30, voire même février qui en compte moins. Eh bien dans ce cas-ci, ça veut dire interdiction de stationner du 16 jusqu'à la fin du mois. Si le mois ne compte pas 31 jours, eh bien c'est toujours jusqu'à la fin du mois courant. Alors, exemple concret, je suis stationné et on est le 31 janvier. Donc, je suis stationné du côté
interdiction de stationner du 1er au 15 du mois, donc le panneau du haut. Et on est le 31 janvier. Par conséquent, je suis la réglementation. Je suis dans les ordres. Maintenant, la question vient à se poser, quand est-ce que je dois déplacer mon véhicule? Eh bien, la réponse, c'est le dernier jour entre 19h30 et 20h. Par conséquent, si je suis le 31 janvier, entre 19h30 et 20h, je devrais changer de côté et me mettre de l'autre côté et me placer sur le côté où il y a le panneau interdiction de stationner du 16 au 31. Pour le dire avec d'autres mots, le 31 janvier à partir de 20h, je suis considéré comme si j'étais le 1er février. Aussi, entre 19h30 et 20h, il s'agit de la période charnière où je pourrais stationner des deux côtés, où il s'agit d'une période où je peux déplacer mon véhicule. Alors, petit rappel sur la topographie des maisons. Il faut savoir qu'une chaussée, il y a des maisons sur le côté droit et sur le côté gauche. Il faut savoir que les maisons sautent deux par deux. C'est-à-dire que, par exemple, sur le côté droit, je peux avoir la maison qui porte le numéro 1, qui est directement suivie par la maison qui porte le numéro 3, le numéro 5 et tous les numéros impairs. Et à gauche, j'aurai les numéros pairs, donc la maison qui porte le numéro 2, le numéro 4, le numéro 6. Donc il y a toujours alternance par 2, toujours, que ce soit à droite ou à gauche. Il y a un côté de la rue qui comporte les maisons qui portent les numéros impairs et un côté de la rue qui comporte les maisons qui portent les numéros pairs. Alors si je dis tout ça, c'est qu'il existe un panneau qui prend en considération cette réalité. Le panneau est le panneau suivant. Alors, un moyen très très facile de retenir la signification de ce panneau, c'est que du 1er au 15, donc les dates qui sont inscrites en bas à gauche, du 1er au 15, eh bien je regarde le premier nombre. Le premier nombre, c'est un 1. 1 est un nombre impair. Eh bien, par conséquent, je dois stationner du côté des maisons qui portent des numéros impairs. Et enfin, du 16 au 31, 16 est un nombre pair, je dois stationner du côté des maisons qui portent des nombres pairs. Je répète, je regarde le premier nombre des dates, donc si c'est un 1, eh bien je dois stationner du côté du nombre impair car 1 est impair. Si c'est un 16, eh bien je dois stationner du côté des maisons qui portent un numéro pair car 16 est un numéro pair. Aussi, il existe des panneaux d'interdiction d'arrêt de stationnement ou de stationnement comme dans l'image, juste de stationnement comme dans l'image. Donc dans ce cas-ci à gauche, interdiction de stationner en deçà du panneau et on a un panneau additionnel du haut. Donc on a des dates qui vont être inscrites par les autorités. Donc dans ce cas-ci, c'est un blanc. Et à droite, c'est interdiction de stationner à partir du panneau, au-delà du panneau, du haut. Encore une fois, on a des dates qui vont être inscrites. Ces deux panneaux sont utilisés en règle générale pour les travaux par la voirie. Un exemple, c'est par la voirie. Il y a d'autres exemples qui ne me viennent pas en tête à l'heure actuelle, mais en tout cas, ces panneaux ont les mêmes effets que des panneaux définitifs, bien que ce soit des panneaux provisoires. Voilà, ceci clôt la partie 13. Je tiens à vous remercier pour tous les soutiens que j'ai eus récemment. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et de liker si le contenu vous a plu. Et je vous dis à très bientôt et à très vite pour la suite. Bon révisionnage.